Vous êtes là? Écoutez, bien bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma pour ceux qui découvrent. Je suis l'Avengers du cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film, à savoir Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc déjà, merci à tous pour vos retours, n'est-ce pas, sur cette vidéo du premier Harry Potter qui a été, à en juger par le nombre de vues, assez apprécié. Donc merci. Également, merci à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, j'essaye d'être un peu plus productif en ce moment et d'être un peu plus qualitatif dans la qualité de mes vidéos, n'est-ce pas? Donc merci, nous en sommes à 42 abonnés, donc bientôt 50, et puis 100, 1000, 10 000, 1 million, etc., etc. Comme ça, vous allez financer mes études. Donc merci à vous, merci à vous. Donc comme je l'avais dit, aujourd'hui nous allons parler de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors, pour faire simple, on va pas être ignorant, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Harry Potter, donc je ne vais pas vous faire l'ignominie de vous rappeler le scénario. On n'est pas là pour ça. Il faut savoir que au moment où le premier Harry Potter a été tourné, là où la Warner Bros a eu les droits, puisque donc le premier tome de livre Harry Potter est donc sorti en 97, et comme à peu près 100% des livres qui ont du succès, les studios de cinéma commencent à s'intéresser à acheter les droits afin d'en faire des films ou des séries, cela dépend. Et bon, si pour certains films, notamment Le Labyrinthe, Hunger Games, ça donne des films qui sont plus ou moins claqués au sol, bien que Le Labyrinthe 2 soit extrêmement bien, hein, on va pas se mentir. C'est d'ailleurs le meilleur de la trilogie. Harry Potter est l'une des rares adaptations de livres pour ados, j'entends, qui est rentré dans toute cette vague, qui a lancé la vague d'adaptation. Donc comme je disais, Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On en a eu d'autres, mais c'était tellement claqué que je m'en souviens plus, bref. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Harry Potter 2 qui n'a pas été dit? Est-ce qu'on pourrait pas l'analyser par le biais des suites? Parce que faire une suite au cinéma, c'est extrêmement compliqué. Ça a quelque chose de complètement schizophrénique pour un créateur, n'est-ce pas? Alors, j'emploie le terme créateur, n'est-ce pas? Quand on voit un film qui est réalisé par un réalisateur ou une réalisatrice et la suite qui n'est pas réalisée par la même personne, c'est ce qu'on appelle des films de studio, des commandes, hein. C'est le cas pour certains Marvel, notamment les Thor, 3 films, 3 réalisateurs, bref, autre sujet. Mais revenons à nos moutons du début. Donc comme je le disais, Warner Bros a donc acheté les droits, et au moment du tournage du premier Harry Potter, si je ne dis pas de bêtises, il y avait 4 tomes qui étaient sortis, hein, donc jusqu'à la Coupe de Feu, il me semble. Et donc les trois autres livres restaient à écrire par J.K. Rowling, n'est-ce pas? Et on est sur... Harry Potter est une saga où l'une des rares sagas, plutôt, je vais y arriver, où chaque film est différent et où chaque film est plus ou moins de la même qualité. Alors, je m'entends, on a tous notre Harry Potter préféré, comme on a tous notre Star Wars préféré, notre Pirates des Caraïbes préféré ou notre parrain préféré, évidemment. Pour moi, j'ai extrêmement de mal à me décider, comme je l'avais dit dans la première vidéo, entre le premier Harry Potter et le deuxième, qui sont pour moi les meilleurs, hein, mais ce n'est que mon avis à moi, n'est-ce pas? Un critique cinématographique, et même l'ensemble de la critique publique, s'affaire à dire que le meilleur Harry Potter resterait le troisième volet, Le Prisonnier d'Azkaban, réalisé par Alfonso Cuarón, n'est-ce pas, qui a eu, il me semble, l'Oscar du meilleur film en 2018 pour Roma. Voilà, ça c'est la petite info que vous ressortirez en soirée, ça vous fera mousser. Donc, ce second volet est donc toujours réalisé par Chris Columbus, qui est à un moment de sa carrière où il a quand même travaillé sur les Goonies, il a eu un énorme succès avec le premier Harry Potter, il a réalisé Maman j'ai raté l'avion 1, et le 2 aussi, me semble, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas vu. Donc c'est quand même quelqu'un qui à Hollywood, voilà, il est dans le métier, on peut le dire, il est dans le game, il a un peu pété le game avec Harry Potter 1, donc les studios disent ok, faisons-lui le 2. Et alors,
au-delà de la mise en scène de ce film qui permet d'enrichir cet univers magique, n'est-ce pas? Parce que tout comme l'univers du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, Harry Potter est l'un de ces univers extrêmement riches. Où on peut toujours rajouter, n'est-ce pas, que ce soit dans les films, dans les livres, parce que il y a les 7 livres non, même plus, il y a je crois une dizaine de livres de J.K. Rowling, il y a les 7 Harry Potter, plus d'autres livres sur les créatures et tout le barda. Mais Harry Potter est un univers extrêmement riche. On est dans une mise en scène qui est d'une précision, qui est d'une féerie qui permet encore de garder ce cachet de l'enfance, parce que je le rappelle, Harry Potter donc, et Ron et Hermione aussi ont 12 ans dans ce film, donc à 12 ans on est encore insouciant, on est encore un peu jeune, on est encore dans le monde de la rêverie, du monde de l'enfance, même si on commence à s'orienter vers l'adolescence, chose qui sera complètement assumée dans le troisième volet. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est celui-là que j'aime le moins. Ouais. Donc non, Harry Potter 2 est un excellent film, en jugé par des scènes qui sont extrêmement brillantes, tant du niveau de la mise en scène que du niveau des effets spéciaux, parce que même si aujourd'hui ça a un peu vieilli et que, virgule, Harry Potter, la saga en général, n'a pas été une saga qui a révolutionné l'univers des effets spéciaux au cinéma, comme l'a pu être Jurassic Park ou Terminator 2 par exemple, on est quand même sur des effets spéciaux qui étaient relativement, comment je pourrais dire, relativement corrects, même voire bien pour l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'il est sorti en 2002 ce film, il me semble, ou 2003. 2002 ou 2003. Euh, Au niveau des acteurs, alors, Harry Potter, c'est un petit problème, c'est parce que les gens de ma génération, donc nés dans les années 2000 à 2003, ce sont des gens qui ont grandi avec Harry Potter. Donc ce sont des films dont nous n'avons pas réellement d'objectivité dessus, finalement. Moi j'ai énormément de mal à avoir de l'objectivité sur Harry Potter. Je reconnais qu'il y a des défauts, mais c'est un film dont on voit les défauts uniquement que quand on a grandi, comme plein de films. Il y a des films que vous adoriez quand vous étiez enfant, et maintenant vous les revoyez, vous faites « Ouais non, c'est claqué de ouf ». Exemple, G.I. Joe, le réveil du Cobra, qui est un film claqué, on va pas se mentir. Donc voilà. À chaque fois que je cite un film, vous prenez la référence, vous allez les regarder. Hein. Ça, c'est pour faire vos devoirs, hein, c'est important pour créer ce qu'on appelle une base cinématographique, n'est-ce pas? Alors, moi, il y a environ une dizaine de sagas qu'il faut absolument voir, n'est-ce pas, pour avoir une véritable culture cinématographique. À savoir, donc, Le Parrain, qui est pour moi une saga exceptionnelle. On a les Pirates des Caraïbes, les Star Wars, les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux. Quoi d'autre? euh, Les Batman de Christopher Nolan, qui sont quand même une référence en matière de super-héros. Et également la plus grande saga de l'histoire de l'humanité, à savoir la saga des 4 films Avengers, qui sont des chefs-d'œuvre. Je me fous de ce que les gens pensent, ce sont des chefs-d'œuvre. Laissez-moi tranquille. J'aime Marvel. On est en train de s'éloigner là du sujet du monde magique de Poudlard, n'est-ce pas? Néanmoins, sujet que je n'ai pas encore abordé, Harry Potter laisse une place importante à l'émotion, tant l'émotion négative, à savoir la mort, la tristesse, à partir du 5e volet, même du 4e, on pourra dire, parce qu'à partir du 4e volet, il y a un mort par épisode, à savoir il y a Cédric dans le 4, Sirius dans le 5, Dumbledore dans le 6, et puis dans le 7 et le 8, c'est un festival, tout le monde meurt à droite à gauche, on ne sait plus. Bref. Tandis que dans les 2 premiers Harry Potter, alors il y a pas de mort en fait. Il n'y a pas de mort, c'est tous ceux qui sont entre guillemets blessés par le basilic, n'est-ce pas? Ils sont pétrifiés, ne le sont que momentanément. Il n'y a pas vraiment. On est encore là encore dans ce que je disais, dans ce cachet de l'enfance, de l'insouciance. Les gens ne meurent pas, on les ressuscite. Voldemort, on le tue en mettant une dent de serpent dans un carnet. Bon, oui, ok, pourquoi pas. Et puis il y a cette scène qui est pour moi peut-être l'une des scènes qui m'a le plus touché de l'histoire d'Harry Potter. C'est la scène de fin de ce film, à savoir quand Hagrid revient d'Azkaban, puisqu'il avait été accusé à tort, et que on a un moment où tous les élèves se lèvent dans une sorte d'allégresse, de joie de vivre, de plaisir, de retrouver leur garde-chasse, et puis les professeurs qui applaudissent, c'est beau, et puis la musique de John Williams qui te donne envie de pleurer ta race, parce que c'est beau ce qui est en train de se passer à l'écran. Bon, voilà. On est là, on est des bonhommes, mais on peut pleurer aussi, hein.
Il faut pleurer au cinéma. Si vous ne pleurez pas devant un film, c'est que vous n'avez pas d'âme. Pleurer, c'est naturel. Pleurer. Et rire aussi. Riez et pleurer au cinéma, c'est les plus belles choses qu'on puisse faire de toute la vie. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur les films qui font pleurer. Forrest Gump, on est là. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses, pas autour du film, mais bon voilà, Harry Potter 2, c'est un film exceptionnel. Mise en scène de ouf, ça joue très bien. Les effets spéciaux sont très bien, les scènes sont bien montées, bien réalisées, donc et puis c'est le meilleur, donc bah regardez-le. Allez, c'était l'Avengers du cinéma, on se dit à bientôt!